La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à Infomag, le symposium Trace bonifie sa programmation. Le coordonnateur d'Action Santé Outaouais prend une pause du domaine de la santé et on s'entretient avec le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, au sujet des inondations. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à votre magazine d'information locale. Tout d'abord, pour sa 5e édition, le symposium Trace bonifie sa programmation et s'installe sur l'avenue de Buckingham. Je vous rappelle que depuis 4 ans, ça se passait notamment au domaine Chamboisé à l'Ange-Gardien. Les organisateurs ont décidé de créer un nouveau volet qui s'appelle Vitrine sur l'art. À partir du mois d'août, des artistes vont être jumelés avec des commerçants de l'avenue principale afin d'exposer des œuvres d'art derrière leurs vitrines. Il y a aussi une murale qui pourrait être installée sur la façade d'un magasin. L'exposition principale de Trace, elle, se déroulera comme à l'habitude à la mairie de l'Ange-Gardien du 14 au 16 septembre prochain. L'artiste peintre Diane Fontaine est l'initiatrice du projet. Elle croit que les changements de cette année vont créer une expérience encore plus intéressante. On l'écoute. Oui, moi, je pense que ça se parle beaucoup, Trace, d'une année à l'autre. Il y a tellement de gens qui m'ont dit qu'ils regrettaient l'année passée parce qu'on n'a pas eu d'été, puis c'est la seule fin de semaine qui fait tellement beau qu'on a été un petit peu victime de ça aussi. Mais combien de gens nous disent comment c'est une belle exposition, puis là, il va y avoir des activités pour la famille aussi. On va inviter vraiment les familles à venir créer sous les chapiteaux à la mairie, tu sais, puis la collaboration avec le public aussi pour Vitrine sur l'art. Ça va faire que ça va beaucoup parler, ça va beaucoup jaser. Il y a aussi, nous, on collabore beaucoup comme avec les commerçants, donc il y a une autre activité parallèle à Trace qui est le décor de chaises, où l'avenue de Buckingham va être envahie de chaises. Donc, je pense que toute cette offre visuelle et artistique-là va faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir venir découvrir Buckingham ou la redécouvrir ou simplement la savourer parce qu'ils la savourent déjà. Mais puis réaliser aussi qu'il y a de l'art, mais il y a des beaux restaurants, il y a des belles boutiques, il y a des bels endroits à visiter que les gens connaissent pratiquement pas, là. Donc, moi, je pense que ça va être un franc succès cette année. Toute la programmation sera disponible au cours des prochains mois. On vous invite à consulter le nouveau site web de Trace qui apparaît au bas de l'écran. Maintenant, bonne nouvelle, le marché mobile de Gatineau aimerait créer un nouveau point de service dans le secteur Buckingham, plus précisément dans le stationnement du complexe communautaire sur la rue Joseph. Rappelons que la coopérative de solidarité offre des aliments de qualité à prix abordable dans les quartiers considérés comme déserts alimentaires. Depuis le mois d'août dernier, une camionnette blanche se promène dans 6 quartiers de la ville avec des fruits et des légumes frais. Grâce aux appuis financiers du CISO, de la ville de Gatineau et des Caisses Desjardins, le marché mobile peut envisager une 2e année d'opération et ajouter 5 nouveaux points de service. La population du secteur Masson-Angers était déjà desservie. On veut maintenant savoir si le secteur Buckingham serait intéressé au projet. La prochaine étape est de sonder la population et les organismes. Selon un sondage effectué auprès des partenaires et des membres de la coopérative, 70 % des répondants se disent satisfaits des produits offerts par le marché mobile. Maintenant, on vous présente une exclusivité TVC Basse-Lièvre. Jean-Charles Pichereau, le coordonnateur d'Action Santé Outaouais, annonce qu'il prend une pause du domaine de la santé. M. Pichereau était en poste depuis 5 ans. Vous l'avez vu à plusieurs reprises dans les médias. Il est en quelque sorte le porte-voix de tous les citoyens et citoyennes de la région quant à la défense collective des droits d'accès à la santé. Action Santé Outaouais est débordé depuis les derniers mois. Il veut donc prendre soin de sa santé à lui. M. Pichereau veut aussi dénoncer du même coup le sous-financement du gouvernement auprès des organismes communautaires. Je vous laisse entendre ses commentaires. Écoutez, vous savez, la politique non partisane, la santé, services sociaux,
Nous, en termes de promotion des droits et défense collective des droits, ça demande beaucoup d'investissement. Aujourd'hui, les ressources financières et humaines ne sont pas à la hauteur du travail qui est demandé. Donc, je vous dirais, je prends du recul, je prends une pause aussi pour ma santé. Le conseil d'administration, vous comprenez qu'ils m'ont remercié, ils ont retrouvé qu'il y avait un travail formidable de fait, effectivement. Une tristesse aussi de me voir prendre du recul, mais en même temps comprennent très bien et eux-mêmes s'investissent beaucoup. Vous savez, ce sont des travailleurs dans l'ombre, ce sont des bénévoles qui croient à la mission, qui croient à la promotion des droits. Et aujourd'hui se pose la même question. Est-ce que, clairement, il faut se poser la question, le gouvernement nous veut-il ou nous veut-il plus? Puis je pense qu'il faut faire attention parce que ce genre d'organisme en promotion des droits, que ce soit la santé ou autre, c'est une parole citoyenne, c'est un engagement citoyen. C'est-à-dire que là, on est en train de brimer la voix des citoyennes et citoyens. C'est très important. Faire respecter des droits. On le dit souvent, on a des droits, mais on a des devoirs. Mais est-ce qu'on veut brimer cette parole-là? Je pense que ce serait extrêmement dangereux de faire taire les citoyens. M. Pichereau nous indique qu'il va relever un nouveau défi dans un domaine autre que la santé au sein d'un organisme de la Basse-Lièvre. Pour le moment, il ne prévoit pas revenir à Action Santé Outaouais comme coordonnateur. Ce n'est donc pas seulement les infirmières et le personnel de la santé qui sont à bout de souffle, mais aussi le monde communautaire. C'est le cas de le dire. M. Pichereau n'avait pas l'impression que l'organisme était en mesure d'accomplir sa mission à 100%, faute de personnel et de financement. Écoutez, Action Santé, ça s'est amplifié. On a eu des demandes de patients qui étaient à bout de souffle, des gens qui voulaient des opérations, des gens qui voulaient, par exemple, avoir une marchette, des gens qui n'arrivaient pas à rentrer dans le système, des gens qui n'arrivaient pas à avoir une hémodialyse, plus tout ce qu'il y a à faire comme travail quotidien d'une gestion d'association. Vous savez, ça reste quand même, veut pas, du communautaire, mais il y a une gestion, il y a la comptabilité, il y a les comptes rendus, il y a aussi les redditions de comptes, les appels de projets, les subventions. Une personne, une ressource humaine avec 45 675 $ par année, c'est largement insuffisant et ça ne permet pas à l'organisme de faire son plein potentiel de travail et de rayonner sur la région de l'Outaouais. Maintenant, une activité à ajouter à l'agenda. La maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées tiendra son traditionnel déjeuner bénéfice afin de soutenir la cause des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Depuis 5 ans, des dizaines de personnes se rassemblent au Lala Bistro sur l'avenue de Buckingham. Cette année, l'événement se déroule le mercredi 7 mars de 7h à 11h. 4 choix de déjeuner seront disponibles en échange d'un don et tous les profits seront versés à l'organisme qui existe depuis 2001. La directrice générale de la maison d'hébergement pour elle Deux-Vallées, Annick Brazeau, croit que l'activité permet de faire connaître les services auprès de la population. Selon elle, l'égalité des sexes n'est pas encore atteinte et il faut continuer de lutter pour la cause. Maintenant, le projet pilote sur les petits élevages urbains à Gatineau devrait être de retour pour une 2e année consécutive. C'est ce qu'on saura lors du conseil municipal du 13 mars prochain, alors que les élus devront entériner la poursuite du projet. Depuis l'été dernier, il y a des citoyens des organismes qui peuvent faire l'élevage de poules pondeuses et d'abeilles sur leur propriété. À la suite d'un bilan positif, la Ville veut maintenant augmenter le nombre de licences pour l'élevage de poules à 200, comparativement à 50 l'an dernier. Quant à lui, le nombre de licences pour les ruches d'abeilles passerait de 15 à 50. Je vous laisse entendre Stéphane Parent, un résident de Buckingham, qui a obtenu, lui, une licence plutôt, pour avoir des poules dans sa cour. Je suis un gars qui aime la nature, j'aime essayer pas mal n'importe quoi. Avec les enfants, ça me donnait une occasion d'avoir un peu une petite fermette à la maison sans avoir à avoir tous les problèmes qu'une ferme comporte. Fait que les enfants, ils peuvent participer. Il y en a qui aiment les nourrir, il y en a qui aiment aller les voir, ramasser les œufs. C'est souvent là que les enfants aiment le plus. Vous êtes combien dans la famille? On est 6, 4 enfants, 2 adultes. Mais l'été, il y a des voisins qui se mettent à nous aider quand on part en vacances pour les œufs. Moi, ça a été, vu que je suis un gars manuel, bien, ça ne me dérangeait pas de bâtir un poulailler. C'était un petit peu plus demandant parce que l'hiver, il faut que tu aies quand même un poulailler hivernisé, que tu peux pas que ça soit trop froid. C'est que j'ai bâti une mini-maison pour mes poules
électricité, chauffée. Fait que c'est pour qu'il soit bien là, pour pas qu'il s'agèle l'hiver. Fait que c'est que je suis un perfectionniste, c'est que j'ai monté la barre un petit peu plus haute. Mais c'est j'ai fait ça avec les enfants, c'est que ça nous a donné un projet de construction. Si tout se passe bien, les inscriptions pour la phase 2 du projet auront lieu au mois de mars et avril. Restez à l'affût sur le site web de la Ville de Gatineau. Chaque participant devra respecter les obligations de la loi sur la protection sanitaire des animaux. Il y a même un guide d'information qui sera aussi disponible. Voici maintenant les précisions de la présidente de la commission Gatineau Ville en Santé et conseillère municipale, Mme Renée Amiot. Nous devons, à mon avis, évaluer encore les impacts que l'agriculture urbaine de ce type-là, les petits élevages, peuvent avoir tant sur les citoyens que sur l'administration municipale, parce que nous allons passer quand même de 50 petits élevages de poules à 200, si évidemment on a 200 demandeurs de licence, et de 15 à 50 en ce qui a trait aux abeilles. Alors, c'est quand même une augmentation considérable qui nécessite qu'on ait une approche de précaution, je dirais. Alors, c'est pour ça qu'on va vers une phase 2, mais également, le projet pilote phase 1 ne nous a pas permis d'évaluer le projet sur une année complète, donc incluant la période hivernale, etc. Puis, ça demeure des informations qui sont fort pertinentes à colliger à l'intérieur du bilan. Donc, c'est pour ça qu'on va vers une phase 2 et je suis contente que le Conseil soit allé dans ce sens-là, en fait, le plénier. La journée du chandail rose, une activité qui sert à dénoncer l'intimidation, était de retour pour une 6e année dans plusieurs écoles de la commission scolaire au cœur des vallées. Il y a notamment les élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin qui y ont participé. Ça se passait le 28 février dernier. En 2017, les deux initiateurs du projet, Nathalie Réaume et Robert Charlebois, ont réussi à faire participer d'autres établissements de la CSCV. Cette année, l'objectif était d'inciter les organismes, les entreprises et les résidents de la communauté à se rallier à la cause. On peut dire que ça a fonctionné, même l'équipe du maire de Gatineau a porté du rose durant la journée. Un drapeau avec les mots « Tous unis contre l'intimidation et la violence » a été hissé plutôt à l'entrée de l'école. Les organisateurs nous indiquent que l'activité sera de retour l'an prochain. Comme vous le savez, 2018 est une année d'élection provinciale. Le 1er octobre prochain, nous saurons donc qui sera le premier ministre du Québec pour les 4 prochaines années. Vous devrez choisir avant tout le ou la députée de votre comté. Dans celui de Papineau, c'est M. Alexandre Iraca qui est en poste présentement. Selon nos informations, M. Iraca, qui porte les couleurs du Parti libéral du Québec, devrait annoncer très bientôt qu'il se présente pour un 3e mandat consécutif. Toujours selon nos informations, au moins 3 personnes auraient manifesté leur intérêt pour représenter la coalition Avenir Québec. Du côté du Parti québécois maintenant, son comité exécutif nous informe qu'un candidat potentiel devrait faire une annonce dans les prochaines semaines. Par ailleurs, TVC Basse-Lièvre prévoit organiser un débat avec tous les candidats dans Papineau. Évidemment, on vous tiendra au courant. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a rendu public son plan d'action afin d'améliorer les interventions lors de grands sinistres. On parle d'un plan de 50 millions de dollars qui comprend 24 mesures. Pour en parler, on reçoit le maire de la ville de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin. Monsieur le maire, merci d'être là. Ça fait plaisir. Évidemment, vous avez pris connaissance du plan d'action qu'a rendu public M. Coiteux. Dites-moi, en général, est-ce que ça répond aux attentes de la ville de Gatineau? Vous l'avez bien dit, en général, ça répond aux attentes. Donc, on a ce qu'on voulait, et là, dans beaucoup de cas. Dans d'autres cas, l'intention est là, mais il reste bien du travail à faire. On pouvait pas, je pense que le ministre ne pouvait pas tout régler d'un coup. Mais il y a toute une série de mesures immédiates qui nous satisfont. Puis il y a une intention, puis de l'action aussi, parce qu'on est en communication avec le ministère constamment, là, de corriger certaines choses où on ne peut pas dire qu'on est satisfait. On est content que ça continue le travail, mais ce n'est pas fait. Par exemple, simplifier le programme. Nous, notre urgence, là, c'était de simplifier le programme d'aide aux sinistrés. Parce qu'on a laissé des gens
c'est dans certains cas encore aujourd'hui, là, dans des situations administrativement infernales. Ils sont pris, tu perds ta maison, tu perds des souvenirs, tu es dans un état psychologique difficile. Puis là, il faut que tu ramasses des reçus. Puis la complexité administrative de ça. Des fois, on fait des dépenses, ils ne reconnaissent pas la dépense. Puis les gens faisaient appel à des gens à Montréal qui n'étaient jamais la même personne. C'est un processus complexe. Trop complexe. En fait, puis c'est le ministre lui-même qui l'a dit, c'est un processus qui est fait en fonction de simplifier la vie du fonctionnaire, pas du sinistré. Puis c'est ça qui n'a pas d'allure. C'est ça, tu sais, des cas, on a encore à notre bureau, tu sais, des gens qui appellent en disant « Il peut-tu se passer quelque chose, là, parce que je cogne à la porte, puis c'est jamais la même porte. » Puis, fait que ça s'est calmé un peu, mais faut que le programme d'aide soit changé avant la prochaine saison d'inondation. Sinon, la prochaine crise va gérer avec un programme qui est compliqué et qui n'aide pas le monde. Là. Bien, il finit par aider, mais c'est extrêmement complexe. Gatineau avait un plan de sécurité civile lors des inondations du printemps dernier. M. Penneau-Jobin, est-ce qu'il était à jour, ce plan-là? Le plan était à jour. Nous, on a une culture de sécurité civile. Puis là, il faut être clair, c'est pas parce que tu as un bon plan, puis tu as une culture, puis tu es prêt, puis tu fais tes pratiques que tout se passe bien. Là. Mais il reste qu'il y a bien des villes où, quand ça a commencé, ils ne savaient pas quoi faire. Nous, quand on a eu des échos que ça pouvait arriver, on a tout de suite ouvert notre centre de mesures d'urgence. Tout le monde était assis autour de la table, on était mobilisés, puis on a juste pesé sur le piton quand on a su que ça allait mal, quand on a constaté que ça allait mal. Ça fait que oui, notre plan était assez solide. Malgré ça, on a pris un consultant, on a interviewé des sinistrés, des fonctionnaires, des élus, vraiment, même des médias, des gens qui ont travaillé à la crise. Puis dans les prochaines semaines, on va l'améliorer, notre plan. Transportons-nous, si vous le voulez bien, dans l'est de Gatineau, dans le secteur Masson-Angers. Il y a eu des sinistrés notamment, et surtout sur le chemin du fer à cheval, le chemin du ruisseau également. Avec le plan que vous avez analysé, celui de M. Coiteux, est-ce qu'on peut réussir à limiter les impacts d'une future inondation? Oui, c'est-à-dire que la question est vaste. C'est-à-dire, je pense qu'on va intervenir mieux, puis je vais donner un exemple. La cartographie, le gouvernement met 20 millions pour qu'on refasse la cartographie. Nous autres, Gatineau, on a levé la main, on a dit on pourrait le faire pour, pas juste Gatineau, mais pour toute la Lièvre, la Blanche, la Gatineau puis l'Outaouais. Donc, on calculerait mieux les niveaux d'eau, c'est ça? On saurait, la cartographie serait précise. Donc, si ça augmente de 2 cm, on sait où l'eau va. Si ça augmente de 10, on sait quels secteurs sont à risque. Puis là on jase, là, mais un de nos objectifs, ce serait, si c'est possible, que la cartographie aille même juste par édifice. Donc, tel édifice est plus fragile qu'un autre. Tu sais, par exemple, une vieille maison, elle va tomber plus vite que... Donc, nos services d'urgence pourraient interpeller des gens plus rapidement. Ça fait que ça, la cartographie, on commence. C'est un long processus. Ce n'est pas pour rien que c'est 20 millions, là, parce que c'est beaucoup de travail. Nous, on l'a vu, la cartographie n'était pas la même pour la rivière des Outaouais que pour la Gatineau. Donc, on avait des différences de niveau qui n'avaient pas de bon sens. C'était vraiment... donc, ça nous empêchait d'être plus efficaces pour prévenir où l'eau allait frapper. Ça fait que oui, on serait plus efficace pour gérer. Et dans des coins comme ici, ça pourrait aussi nous permettre de faire des interventions plus ciblées. Les zones 0-20 ans, ce sont les zones qui sont les plus... où il y a plus de risques d'inondation. Est-ce qu'il y aurait des investissements en infrastructure à faire dans l'est de Gatineau? C'est là où ça devient compliqué, puis moi, je veux pas compter de mentir aux gens. La réflexion qui commence sur les différentes zones va être différente d'une zone à l'autre. Je vais donner un petit exemple. Il y a un coin de quartier, je pense que c'est dans Riviera, là, mais c'est plus à l'ouest. Si on met une pompe à un certain endroit, on pense qu'on est capable d'isoler à peu près 200 unités. Parce qu'on tasse l'eau, puis c'est vraiment un petit investissement qui fait qu'on protège tout un secteur. Le fer à cheval ici, l'eau arrive de la rivière, l'eau arrive d'en arrière parce que c'est humide, là, c'est des zones humides. Ça a monté aussi de la nappe phréatique, puis il pleuvait. Dans un cas comme ça, comment on protège une rue comme ça? Là? La question, moi, je ne suis pas capable d'y répondre à ce stade-ci.
de rehausser peut-être le chemin du fer à cheval? Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable? Ça fait partie des options qu'il faut qu'on regarde. Mais si on lève le chemin et on ne lève pas les maisons, on va avoir un chemin où on est capable de passer puis des maisons isolées. C'est pas évident. C'est un ensemble de mesures. C'est pour ça que je vous dis, quand ça monte de la nappe phréatique puis des deux côtés, l'intervention, là, elle n'est pas simple à prime abord. Puis moi, je suis allé à un congrès en octobre organisé par le ministre de l'Environnement là-dessus, sur c'est quoi les mesures. Puis on regardait ce qui se faisait en Grande-Bretagne, ce qui se faisait en Hollande. Tu sais, des pays qui sont... La Hollande est en dessous du niveau de la mer. Là. Ça fait qu'eux autres, ils sont en fait dans la rivière, là, sont dans l'océan. Donc, il y a toutes sortes de types de digues. Il y a des mesures. Puis là où je dis je vais être prudent, c'est que quand on va regarder ça, bien, on va se poser la question combien ça coûte? Ça protège combien de maisons? Ça protège, c'est-tu durable? C'est-tu quelque chose qui va nous permettre de gagner une journée quand il y a une inondation, mais la deuxième journée, on perd la rue? Ça, c'est vraiment les questions difficiles qui s'en viennent dans l'avenir. Le printemps s'approche rapidement. Au moment où on se parle, est-ce qu'il y a des mesures qui sont déjà mises en place pour se préparer? On n'en veut pas d'inondation, mais est-ce qu'on se tient prêt? Tout à fait, on est prêt. Nous, on a une centaine de milliers de sacs qu'on a gardés. On a notre machine pour faire des sacs, des sacs de sable. L'organisation municipale, on a gardé un grand niveau de préparation pour deux raisons. D'abord, on ne sait pas ce qui s'en vient, mais aussi c'est parce que les gens sont inquiets, puis on le sent. Puis, donc, on veut vraiment là, que ça se sente, que la Ville, elle est prête, elle prend ça extrêmement au sérieux. On communique plusieurs fois par jour, puis ce n'est pas une exagération, là, plusieurs fois par jour, il y a des points de contact avec la sécurité publique sur l'évolution de tous les niveaux d'eau. Vraiment, là, il y a un arrimage qui se fait parce qu'on a vécu des choses terribles et on ne veut plus vivre ça. Monsieur le maire, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François, au cours de l'année 2018, il va y avoir 4 galas de boxe conjoints, là, et ce sera sous la présidence d'honneur d'Alexandre Iraka. Oui, effectivement. L'annonce a été faite un peu plus tôt cette semaine par le Club BG et le Club de boxe de la Petite Nation dans le cadre là, des galas appelés Union. Alors, comme tu dis, il va en avoir 4. Et M. Iraka est le président d'honneur de cette tournée-là. Il a appelé la tournée Alexandre Iraka. Et justement, la TVC, ben, on est allé le rencontrer et il nous a livré là, ces explications-là. Alors, M. Iraka, on vous connaît comme un grand amateur de boxe. La tournée Alexandre Iraka, oui, ça va aider à financer ces galas-là, mais au-delà de ça aussi, je pense qu'il y a une mission sociale en dessous de ça et j'aimerais peut-être que vous nous glissiez quelques mots là-dessus. Bien, vous faites bien de le mentionner parce qu'au-delà de la boxe, oui, j'adore la boxe, je suis un amateur de boxe, mais au-delà de la boxe, ce qui est le plus important pour moi, c'est sortir certains jeunes de la rue. Je l'ai vécu, moi, quand j'étais jeune. Je m'entraînais dans un gymnase à peu près comme ça à Val-d'Or, en Abitibi. J'ai été témoin de jeunes qui avaient de la difficulté à la maison et à l'école, puis ça leur permettait de se défouler, puis oublier le temps d'un instant, le temps d'un entraînement de boxe, ce qui se passait à la maison où c'était pas facile ou à l'école, et de revenir plus fort. Puis ce qu'on apprend à la boxe, c'est de se relever. C'est un sport qui est dur, c'est pas facile, mais il faut jamais lâcher, puis il faut se relever. C'est ce qu'on apprend à la boxe, mais c'est une philosophie qu'on peut amener partout ailleurs dans notre vie. Alors, je connais des gens qui ont fait ça, qui aujourd'hui ont des emplois respectables, que ça va bien dans leur vie à cause de la boxe. Alors, quand même intéressant de voir ces propos-là de la bouche de M. Iraka. Et rapidement, je donne les dates parce que ça s'en vient vite. Le premier gala va avoir lieu à Ripon le 24 mars, à Buckingham le 5 mai, à inscrire à l'agenda. 13 octobre, à Ripon encore une autre fois. Et le tout se termine le 8 décembre prochain à Papineauville. On en parlait la semaine dernière à l'émission. Il y aurait une possible fusion entre l'Association de soccer de Buckingham et celle de Masson-Angers. Oui, effectivement. Puis on se souviendra que l'Association de soccer de l'Outaouais avait suspendu l'Association de Masson pour non-respect du protocole concernant le remboursement d'une dette qui s'élève quand même à 24 000 là, ce n'est pas peu dire. Alors, il y a eu une Assemblée générale extraordinaire.
Et il y a un nouveau conseil là, qui a été formé, un conseil d'administration qui a été formé du côté de l'Association de soccer de Masson. C'est présidé maintenant par Roxane Chartrand. Et le premier mandat que les membres ont donné à la nouvelle direction, c'est de négocier une fusion avec Buckingham pour n'en faire qu'une seule association. Je pense que ça, c'est excellent parce que c'est 200 joueurs de plus qui vont venir s'ajouter au bassin de Masson. Oui. Donc, ça serait une organisation à 700. Et déjà, le président Alain Lauzon de Soccer Buckingham, lui, s'est dit bien ouvert à ça. Il a bien confiance que ce soit une formalité. Il faudra voir, là, il restera toute la dynamique autour du 24 000 mais ça, disons qu'il y a des nouveaux administrateurs, ils prendront les décisions en temps et lieu. En espérant que tout se passe bien, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui la souhaitent, cette fusion-là. C'est toujours mieux, oui, je pense. Oui. Au hockey, maintenant, tu nous parles des résultats du tournoi des voisins de Papineau. Oui, effectivement. Et il faut mentionner seulement une équipe locale qui a pu remporter les grands honneurs, c'est le Pee-Wee 2A. Une victoire en supplémentaire contre Aylmer. Et il faut rappeler, le Pee-Wee 2A, c'est leur 3e tournoi qu'ils ont remporté cette année. Alors, ça augure bien là, à la veille des éliminatoires et optimalement les championnats provinciaux, la Coupe Dodge qui va avoir lieu en Outaouais. Rapidement, dans la tombe 2A, ce sont les Cobras de la Salle qui l'ont emporté. Midget 2B, c'est les représentants des collines de l'Outaouais. Et dans le Midget 2A, les Voltigeurs de Drummondville. Les Flames vont jouer contre Saint-Jérôme prochainement? Oui, effectivement, ça va se mettre en branle à Saint-Jérôme le 11 mars. Je vous donne les parties locales. 16 mars à Gatineau et le 19 mars à Gatineau. Ça, il y en aura une le 18 à Saint-Jérôme également. Donc ça, c'est les 4 premières parties. Ça ne sera pas une série facile. L'affiche pendant la saison régulière des Flames contre Saint-Jérôme, c'est une victoire en 6 sorties. Donc, la table est mise. Et il faut que je mentionne absolument en terminant, Joey Brennan a terminé la saison en franchissant le cap des 100 points. Il a terminé avec 26 buts, 81 passes pour 107 points. C'est le premier joueur des Flames à réussir cet exploit. Et ça le place au 3e rang des marqueurs. Donc, il y a 4 autres joueurs qui ont aussi réussi la même chose au niveau de la Ligue junior 3A cette saison. François Croteau, ça fait le tour des sports. Je te remercie beaucoup. On se revoit, pas la semaine prochaine parce que c'est semaine de relâche. Semaine de relâche. Pour l'équipe, ça se peut que ce que vous écoutez en ce moment, ce soit une rediffusion. Donc, bonne semaine de relâche à toi. Merci. Puis, il y en a super beau, je pense. Là. Température au-dessus de 0. À vous au ski. Bonne semaine de relâche. À vous aussi, c'est Infomag. Aujourd'hui, on se revoit très bientôt. Salut!